Madame Ledin, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de l'Hérault, vice-présidente de la région, parmi aussi les 15 vice-présidents et présidentes derrière Damien Larry, à la tête du Languedoc-Roussillon, mais vous êtes effectivement vice-présidente. Vous avez travaillé longtemps aux côtés de Georges Frêche, figure inoubliable. Et inoublié. Local atypique dans le monde politique, avec certes une grande gueule et des frasques verbales, à faire pâlir un dictionnaire de bonne aloi, mais qui prenait une région forte et indépendante tout en étant ouvert vers l'extérieur. Alors la preuve en est la marque de Sud de France, un véritable catalyseur de l'image de notre région, commerciale en tout cas, pour l'export. Et même ses adversaires politiques lui ont reconnu cette qualité de défendre notre région, lui passant volontiers ses écarts de langage. Et si on se rappelle bien, M. Bourquin, l'ancien président de la région, était également, je dirais, contre un certain rapprochement sur un rassemblement de deux régions. Il prône ainsi la perte de plus de 30 ans de combat par Georges Frêche. Alors, quand on voit les hausses d'impôts successives en France, les PME et PMI qui ferment ici et là, où se place-t-on quand on est à la tête d'une région comme la vôtre, comme le Languedoc-Roussillon, qui accueille chaque mois des nouveaux Languedociens, mais paradoxalement, c'est une région pauvre, comme le dit Philippe Sorel, le maire de Montpellier. Alors, est-ce qu'on est vraiment une région pauvre? Pouvez-vous nous donner votre vision de la chose, madame? Je ne pense pas qu'on soit une région pauvre. Donc, je pense qu'on a une région qui a une... Et d'ailleurs, je pense que Georges Frêche ne le pensait pas non plus. Mais on a une région qui souffre d'un défaut d'image. C'était la raison pour laquelle on combattait vaillamment. Parce que nous sommes le 10e PIB français. Mais nous sommes le 22e PIB par habitant. Et comme on dit depuis toujours PIB par habitant, on entretient cette image d'une région pauvre. Je voudrais quand même signaler également qu'on est championne de France en matière d'argent au black. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire grosso modo de paiement sans facture. D'accord. Donc, voilà. Par contre, c'est une réalité. Ça, c'est historique, pas forcément bien. Ça fait partie de l'environnement régional. Donc, je ne pense pas qu'on soit une région pauvre. Et je répète, statistiquement, dans les comptes de la nation, nous sommes la 10e région française en matière de PIB. Midi-Pyrénées doit être 5e ou 6e. Des régions comme Nord-Pas-de-Calais sont bien derrière nous en matière de PIB. Donc, on se complaît un peu dans cette région aussi à laisser dire qu'on est des pauvres, que tout est pauvre. Non, c'est une espèce de galéjade qu'on se complaît à dire. Je ne dis pas que tout est simple. On a beaucoup de pauvreté. On a des endroits qui sont en transformation économique de manière douloureuse, avec un ancien monde agricole qui employait beaucoup de monde. Et qui maintenant, ces personnes sont là et eux ou leurs familles, leurs enfants n'ont pas de travail. Donc cette transformation, elle n'est pas facile à absorber, elle n'est pas facile à changer. Et c'est pour ça que la réforme voulue actuellement, et notamment celle des métropoles l'année dernière, quand on l'a votée, est importante. Parce que l'idée de dire qu'il faut vraiment casser le Paris et le désert français, où l'Île-de-France absorbe toute la richesse française et il y a de la redistribution en province, où grosso modo on achète les pauvres. C'est ça. Et ça, moi je suis contre cette philosophie-là. Et je pense que le président Hollande est contre ça. Et les métropoles, c'était ça. C'est de dire qu'il y a vocation à reconstruire, à construire de la richesse à partir des territoires métropolitains en donnant de la puissance aux villes. C'est-à-dire, grosso modo, être dans un même type de modèle que ce qui est le modèle allemand, qui est un modèle orchestré avec des Länder et avec des villes puissantes. Voilà. Mais ce qui ne tue pas les villages. Parce que notre système, dont on est tellement content qu'il ne faut rien changer, ça a abouti quand même à une désertification rurale et un appauvrissement rural. Donc, tout ce sur quoi on lutte en disant il faut arrêter de casser cette organisation territoriale, etc., parce que c'est ce qui protège le rural, c'est pas vrai. La réalité montre que ça n'a pas marché. Donc, changeons de modèle et pour tenter d'inverser le scénario. Il n'y a aucune raison qu'on soit pas comme dans tous les autres pays européens, c'est-à-dire avec des villes puissantes qui ont sur 40 km autour d'elles des villages qui vivent bien, tranquilles, où les gens font leur choix de vivre à la montagne, vivre à la campagne, vivre à la ville, vivre au bord de la mer. Et puis, simplement, il faut organiser les fluidités. Donc, nous ne sommes pas une région pauvre, nous sommes une région de pauvreté. C'est pas pareil. Et on est beaucoup moins pauvre ici qu'en Nord-Pas-de-Calais, je le redis. Très bien. Et dans d'autres régions en France. Quelles sont les grandes régions riches en France, à part l'Île-de-France? L'Alsace, 4e PIB français, sur 2 départements.
sont bons les Alsaciens. Haute-Normandie, dont personne ne parle jamais, qui est une grosse région industrielle. Un peu la Bretagne avec l'agroalimentaire. Eux, ils ont fait la fusion sans aucun problème. Ils ont fait la fusion, mais il y a débat entre Caen et Rouen. Tout le monde pense que c'est Rouen qui a de vocation à devenir la capitale. Les gens de Caen, ils ne sont pas forcément d'accord. Vous voyez, c'est partout les mêmes questions. La Bretagne est devenue une puissance économique réelle quand même, hein, oui. Avec l'agroalimentaire et la transformation du monde agricole dans les années 60. Donc, nous avons de belles cartes en Languedoc-Roussillon. Il faut les faire valoir à Toulouse, avec Toulouse. Alors justement, dans une émission de Yves Calvi, le maire de Montpellier, Philippe Sorel, comme son homologue de Toulouse à propos de notre région, parlait, ils ont débattu et ils ont prôné effectivement ce rapprochement voulu par le président de la République et son Premier ministre. Le message principal qui en ressortait de cette émission et de ce que nous avons nous retenu ici à TV Languedoc, c'était de rassurer les habitants de notre région. Alors, actuellement, lors de nos enquêtes et interviews avec la population en Languedoc, quand on se promène avec nos caméras, il y a une méfiance de la part des gens que nous croisons, à qui nous posons la question, bien sûr, pensant normal. que nous allons nous faire bouffer tout cru par la région de Toulouse. Beaucoup de gens, lors de nos reportages, ont montré hors caméra une réelle méfiance vis-à-vis de ce rapprochement avec la ville rose, prétextant que c'était une magouille politico-électorale régionale de la part de l'exécutif parisien et que nous ne trouverions pas notre compte ici en Languedoc. Alors, quel est votre sentiment à ce sujet et que pensez-vous d'une telle méfiance de la part des habitants de notre région ? Tout changement induit de la méfiance, c'est normal. Quand on était une société de pleine croissance, dans les années 70-90, on va dire, et encore, toute difficulté était absorbée par la croissance. Mais depuis qu'on n'est plus en plein emploi, depuis que la croissance est quand même un peu atone, hein, on peut comprendre que les gens soient un petit peu inquiets pour leurs enfants, voire pour leurs aînés, voire même pour leur propre retraite. Oui. Moi, je l'entends, ça. Hein. Je l'entends, je le vois, je le sens. Donc, ça ne m'étonne pas. Vous le sentez aussi ? Oui, mais... Les sondages oui, mais les sondages montrent aussi, ça dépend de la manière dont on pose des questions. Hein. Aujourd'hui, les sondeurs, les questions induisent des réponses. Hein. Excusez-moi de vous le dire. Oui, enfin, c'était un petit peu bizarre parce qu'on se pose toujours la question de ce que les gens pensent ici en Languedoc. Est-ce qu'on a posé cette question aux gens du Lot ? Est-ce qu'on a posé aussi la question aux gens de la région Midi-Pyrénées ? Absolument. C'est justement cette question. Alors, les gens à Toulouse, là, enfin, en tout cas, eux, ce qu'ils disent, c'est que ça leur fait une ouverture sur la mer. Moi, je n'aime pas cette réponse. Je sais que je l'ai déjà entendue. Hein. Oui. Donc, je n'aime pas cette réponse. Que je sache, on est en France et qu'il n'y a pas de frontières et d'octroi au seuil de Naurouse. Un octroi, oui. Donc, on est en France quand même, quoi. Hein. Oui, donc, oui. Donc, il faut donner de la puissance au niveau régional. Moi, je me suis battue pour qu'on reste Languedoc-Roussillon. J'ai défendu un amendement avec quelques collègues. On n'était pas très nombreux au début à défendre ça, avec des positions divergentes entre nous, hein, selon les endroits dans la région, hein, dans notre belle Occitanie. Moi, j'ai défendu Languedoc-Roussillon jusqu'au bout, en commission des lois, dans l'hémicycle, à 5h30 du matin quand même une fois, avec d'autres types d'arguments. Et notamment, j'ai argumenté le fait que je vais contre l'opinion dominante, y compris médiatique, et de dire qu'on est une région pauvre et qu'eux, ils sont une région riche. On a 15 milliards d'euros de différence en matière de PIB. Ils sont à 75, on est à 60. Nord-Pas-de-Calais est à 55, à peu près. Voilà, donc il faut arrêter de pleurer sur notre PIB. Notre vraie question, nous, c'est le black. Parce que si on prenait le black, on serait à peu près comme Midi-Pyrénées, qui est quand même une région qui est centrée sur sa ville capitale. Oui, ce qui n'est pas du tout le cas en Languedoc-Roussillon, où il y a Montpellier, mais il y a bien d'autres villes. Narbonne, Carcassonne, Nîmes. Donc on a Carcassonne, on a Nîmes, on a Alès, on a Narbonne, on a Béziers. Donc on est à Béziers, la situation qu'on a aujourd'hui est héritière d'une mairie qui pendant 15 ans était UMP et n'a pas rien fait pour sa ville. Qui n'a rien fait sur sa ville. On pourrait y revenir. Voilà, on a Perpignan, c'est plus compliqué, Perpignan, parce que c'est une ville-département et un département-ville. Donc, mais comme les rôles des départements sont moins des rôles économiques que des rôles de solidarité, le travail de ma collègue Hermeline Malherbe et de Christian Bourquin-Avant au département des Pyrénées-Orientales était remarquable, parce que la solidarité à l'intérieur de l'agglomération de Perpignan, c'est le département qui l'assure quand même, hein, faut pas l'oublier. Alors en tout cas, c'est vrai que quand on voit l'engouement, je dirais, des gens de Midi-Pyrénées pour cette fusion est plus grande, puisqu'effectivement, dans les sondages, on voyait que les Languedociens et les Roussillonnais étaient défavorables à 56% pour un rapprochement avec Toulouse et 53% avec Marseille. Donc ils ont
toujours peur d'une perte d'influence de Montpellier face à Toulouse ou à Marseille. Et dans le détail de ce sondage de mars 2014, il y avait une différence d'opinion importante entre les habitants de Midi-Pyrénées qui sont majoritairement favorables au projet, 55%, tandis que les habitants du Languedoc-Roussillon sont majoritairement opposés, à savoir 41% d'avis favorables. Donc, dans ces deux régions concernées par la fusion, les habitants de Midi-Pyrénées sont... Vous savez, la différence, c'est 15 points. Oui. C'est-à-dire 15 milliards de différence de PIB. Alors, en tout cas, comment vous voyez l'avenir? Mais en matière de PIB, je vais vous dire, à Toulouse, ça semble sûr et sécurisé. Toulouse est une ville qui vit de l'aéronautique, du CNES, et de l'aérospatiale, de Météo France et du CNES. C'est une ville qui a une belle histoire, magnifique et très culturelle et splendide, mais dont l'économie est liée à une décision d'État. L'installation d'Airbus et l'installation du CNES et le Météo France à Toulouse, c'est une décision d'État. Le synchrotron à Grenoble, c'est une décision d'État. C'est M. Giscard d'Estaing qui a choisi de le mettre à Grenoble plutôt qu'à Strasbourg. Dans notre paysage, Montpellier, en matière de décision d'État, on a eu l'installation des centres de recherche dans le domaine de l'agronomie. C'est la seule décision d'État qu'on ait eue. Oui. Ce n'est pas suffisant pour faire de l'économie. Et pourtant, nous sommes quand même le 10e PIB français. Ce qui prouve que les gens d'ici ont du tonus et d'énergie. Et que malheureusement, les relais, y compris politiques, y compris médiatiques, c'est-à-dire l'establishment auquel j'appartiens d'ailleurs maintenant, hein, de politico-médiatique, a un tout petit peu tendance à tourner cette ritournelle qui avait été celle développée par un professeur d'économie de Montpellier qui s'appelait Jules Millot, qui disait que le Languedoc-Roussillon était une région avec une économie péagère. C'était l'époque où on construisait, où le général de Gaulle d'ailleurs avait décidé d'arrêter les touristes sur son chemin de l'Espagne pour créer la Grande Motte, et puis Port-Barcarès, toutes les grandes stations du littoral, qui ont été précédées par une décision extrêmement lourde qui était de lancer la démoustication du littoral, qui est un chantier colossal puisqu'on ne savait rien, on ne savait pas comment faire. Donc, à part le DTT qui a été vite interdit. Donc, bien, avec l'installation de scientifiques à l'Université de Montpellier qui ont construit vraiment une capacité à comprendre, connaître et ajuster les traitements quasiment à la mare près. Oui. Donc, c'est un travail colossal qui a été fait. On en bénéficie encore aujourd'hui. Donc, et Georges Frêche était de cette opinion, je crois, et je fais partie de cette... Si je suis restée ici, moi, je suis une Bretonne, 100% pur beurre. Ah. D'accord. Je suis venue m'installer, enfin j'ai eu l'occasion de venir à Montpellier pour finir mes études et j'y suis restée. J'aurais pu repartir, c'était beaucoup plus simple. Mais je suis restée ici parce que j'ai trouvé que l'énergie était productive. D'abord, ici, il y a de tout. Le Languedocien, il est catholique, protestant, juif, musulman, athée, agnostique, libre penseur. Oui, absolument. Donc, et il est de partout. Il a absorbé les rapatriés, il a absorbé les réfugiés de la guerre d'Espagne, il a absorbé l'immigration italienne à l'époque où les pouilles italiennes, les gens étaient tellement pauvres qu'ils prenaient le risque de partir sur des bateaux pour arriver chez nous. Et là, donc Sète n'existait pas à la fin du siècle dernier ou à peu près, elle a été créée par des Italiens, d'ailleurs ça se sent encore à Sète. Donc voilà, nous sommes une région d'échange et de culture, de variation et de variété. Et nous arrivons tous à vivre ici parce que c'est historiquement la culture de cette région. Et moi, je fais partie de la dernière vague, enfin de l'avant-dernière, que je suis arrivée étudiante, scientifique, et je suis restée ici parce qu'il y avait de la science, il y avait de l'ingénierie. Ma problématique à moi, c'est la géologie et l'agronomie. Il y a des paysages splendides et on peut cavaler dans les montagnes et on se régale. Donc, et cette région est accueillante pour ça, parce que elle est à la fois rétive, rebelle, parfois un petit peu collabo, grognarde, mais solide. Et moi, c'est varié. C'est une des rares régions de France où il y a de tout. En Bretagne, il n'y a que des Bretons. Et quand vous n'êtes pas breton, au départ, et que vous arrivez en Bretagne, vous mettez un pull marin et une casquette marine et vous avez l'air breton. Ici, on peut rester ce qu'on est parce qu'on devient tout le monde. Et je suis donc passée avec beaucoup de simplicité et de plaisir, non pas du beurre salé à l'huile d'olive, mais je mange mes sardines avec du beurre salé et mon fromage avec du beurre salé, mais je fais mes enchoyades à l'huile d'olive et mes salades à l'huile d'olive et ma cuisine à l'huile d'olive, et c'est un bonheur. Oui, alors en tout cas, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir la liberté de penser, la liberté d'agir, et la France
grand On a la pays. liberté de penser, la liberté d'agir partout en France. Oui. Mais ici, il n'y a pas. Ici, à force de cette région, c'est qu'il n'y a pas de pression sociale qui vous explique comment il faut penser. D'accord. Et comment Alors, il faut agir. par On vous rapport, laisse justement, vivre. par rapport à une Moi pression. qui ne suis pas né ici, Oui. qui ne porte pas un nom languedocien, Oui. qui n'est pas de grand-oncle, d'arrière-cousin, de petite-nièce de la région, j'y ai fait ma vie. Oui, complètement. Et je suis devenue, comment dire, D'adoption. j'ai été une militante. Voilà. Et bien cette région m'a adoptée. Et ensuite, on m'a appelée pour faire de la politique. Je me suis engagée politiquement comme militante. Et ensuite, Georges Frêche m'a appelée. Et on m'a laissé faire. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de pays au monde où on puisse être député d'un coin sans être né dans ce coin-là. C'est une force de la France, en général. Mais c'est tout particulièrement la force des gens d'ici. Et je crois qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont cette capacité d'accueil qui est leur force. Le repli sur soi a toujours été une faiblesse. Oui. Alors, surtout les Occitans, c'est quand même bien les Occitans. On parlait effectivement de liberté et de pouvoir faire beaucoup de choses, mais moi, c'est le mot démocratie. Est-ce qu'il est absent du langage en Languedoc? Pourquoi? À savoir, moi, je déplore que le président de la République, François Hollande, ne fasse pas un référendum auprès des Français. On peut faire des référendums sur tout. Les référendums Non, c'est sur la région. Je sur vous arrête. cette région. On peut faire des référendums sur tout. En général, les gens ne répondent pas à la question posée. Ils répondent à l'air du temps. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc je suis contre l'idée des référendums. Parce que qu'effectivement... et on n'est pas la Suisse. La Suisse peut faire des référendums sur tout. Ils sont assis sur une caisse d'or. Oui. Pas nous. C'est vrai que Charles de Gaulle, en 68, pour la régionalisation, il avait fait un référendum. Et c'est vrai que ça s'est ça s'est retourné contre lui. contre lui par un non. Donc effectivement... Peut-être péché d'arrogance quand même, parce que le président de Gaulle avait dit si je le perds, je démissionne. C'est ça. Alors peut-être que personne... C'est peut-être pour ça que personne n'ose faire un tel référendum. Mais c'est pas pour ça, c'est parce que c'est pas le sujet. Les référendums, ça met en jeu la société française. Mais là, c'est la société Mais, française. les régions puisque la région en question... Non, mais Languedoc, cher monsieur, les régions ont été créées en 1958 par le général de Gaulle pour de toute autre raison. C'était des régions administratives. Il n'y a pas eu de référendum pour les créer. Non. On a créé un préfet de région qui n'avait pas de pouvoir sur le préfet de département. Mais l'État français avait créé un échelon à une échelle régionale qui permettait de traiter des choses qui étaient les conseillers du préfet de région. Comme les conseillers généraux étaient les conseillers du préfet de département. Pourquoi on s'appelle conseillers régionaux? Parce qu'on conseillait. Les décideurs, c'était les préfets. La décentralisation qui a été faite par le président François Mitterrand avec Gaston Defferre à la manœuvre, maire de Marseille, une réforme absolument colossale, puisqu'elle a dit le politique doit agir et doit être responsable. Ce qui nous a permis, d'abord, les citoyens ont leur politique sous la main, et c'est une bonne chose, alors qu'un préfet, il part tous les 3 ans. Voilà. Donc quand c'était une administration d'État, il n'y avait pas de collège. Personne ne construisait des collèges et des lycées. Les collèges étaient des préfabriqués. Moi, là où j'habite, il y avait j'ai 3 fils, un qui a 30 ans, un qui a 27 et un qui en a 17. Mon fils aîné, il est rentré dans un collège, donc il n'a que 30 ans. Donc au collège, il est rentré, il avait 11 ans, donc c'est il y a 19 ans. Il y avait des préfabriqués. Ben maintenant, il n'y en a plus. Non. Quel est le collège en préfabriqué en France, dans le Languedoc-Roussillon et en France? Il n'y en a plus. Non, il y a eu beaucoup. La décentralisation, elle a fait ça. On a des lycées propres, des collèges propres. Quand le personnel n'est pas là, il est remplacé. Donc vous êtes dans ce cas-là contre un référendum en Languedoc-Roussillon pour savoir un petit peu l'opinion des gens, s'ils ont envie de se rapprocher. On ne répond jamais à la question d'un référendum, à la question qui est posée. On répond à j'aime ou j'aime pas le pouvoir en place. C'est effectivement ça. Je pensais c'est qu'effectivement... comme ça. Maintenant, je ne dis pas que les sondages nous aident, mais il faut aussi que les politiques assument d'avoir une politique. Moi, je n'étais pas favorable à la séparation du Languedoc-Roussillon, à la fusion. Non. Oui. D'ailleurs, j'ai défendu dans l'hémicycle le Languedoc-Roussillon tout seul. Mais à partir du moment où, dans le cadre des débats, il y a eu beaucoup de débats, pas seulement à l'Assemblée, dans les médias, dans la carte initiale proposée par le Premier ministre, la carte initiale sur laquelle on a travaillé, ce n'est pas du tout la carte qu'on a aujourd'hui. Non. Pas du tout. Ça a changé plusieurs Donc fois. ça a beaucoup changé parce que ça a beaucoup débattu. Donc qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas eu de débat en France. Il était sur toutes les places publiques, dans tous les journaux en ont parlé, tous les médias en ont parlé, tous les politiques en ont parlé, il y a eu des manifestations partout. Cette carte nouvelle, elle a été débattue, contrairement à la carte précédente, qui était celle du général de Gaulle, qui était une décision, une carte administrative. Donc j'y reviens, moi j'aurais préféré qu'on reste entre nous, Languedoc-Roussillon. J'ai même proposé, parce que j'ai senti qu'on n'y arriverait pas, j'ai même proposé qu'on prenne l'Auvergne. C'est ce que j'ai vu. Voire éventuellement en prenant l'Ardèche et l'Aveyron au passage. Moi, j'aurais bien... Parce que je pense que ça, c'est cohérent. Parce qu'on avait un axe central, la 75,
qui désenclavait Clermont-Ferrand et qui nous clavetait sur l'espace de décision qui est la région parisienne. Donc, et on avait notre indépendance et notre autonomie dans quelque chose qui était économiquement viable et solide. Malheureusement, le président de la région Rhône-Alpes, le maire de la ville de Lyon a réussi à récupérer l'Auvergne avec Rhône-Alpes, dont acte. L'affaire était faite. J'avais commencé à travailler avec des collègues d'Auvergne dans ce sens-là. Certains d'entre eux n'étaient pas hostiles. Mais dans un cas, au niveau des institutions, des collectivités, certains négociaient pour faire une grande région Auvergne-Centre et Limousin, c'est une région très, très enclavée, très rurale. Et d'autres, pendant que le maire de Lyon et le président de la région Rhône-Alpes négociaient de récupérer l'Auvergne. C'est pas absurde non plus, parce qu'ils ont une autoroute Lyon-Saint-Étienne, Clermont-Ferrand. Mais nous, on avait la 75. Donc j'ai un peu de regret par rapport à ça. Je pense que ça aurait été une belle affaire, une belle idée. Mais maintenant, je défends une langue de caution jusqu'au bout. Je pense que de toute façon, à partir du moment où Aquitaine a réussi à avoir une grande région Poitou-Charentes, Limousin, 2 petites régions, Midi-Pyrénées d'un côté, Languedoc-Roussillon de l'autre, on ne tient pas. Entre Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, Rhône-Alpes, Auvergne, PACA, restés nous tout seuls, on disparaissait de la carte. On disparaissait de la carte, on ne pesait plus rien. Donc, il vaut mieux avoir une grande région, Toulouse, Montpellier, 2 métropoles, 2 capitales, et un travail, une façade sur la mer qu'on met en valeur, quand on fait une force, et dont on dit aux Toulousains, c'est une force, c'est pas votre plage. C'est aussi votre plage. Alors voilà, justement, effectivement, c'est comment on se retrouve avec 2 capitales. Comment peut-on gérer une région un petit peu style une hydre à 2 têtes, puisqu'en fin de compte... Si je puis me permettre, vous qui êtes occitan et militant, moi je dirais, ça c'était le cas il n'y a pas très très longtemps, où on avait les comtes de Toulouse à Toulouse et les familles généraux à Montpellier. C'est exact. Oui. Je vous remercie de l'avoir dit. Oui, non, mais et voilà. Philippe Sorel en a parlé effectivement lors d'un. Oui, il en a parlé dans une interview qui nous a donné. Moi, je pense qu'on peut négocier ça. On peut négocier ça. Alors, et je pense aussi qu'on devrait, comment dire, plutôt qu'il faut arrêter de pleurnicher. Madame Le Dain, si on fait ce rapprochement, c'est pour une raison, c'est pour faire des économies. Non. Personne dit que ça fera des économies. Il faut arrêter de raconter ce genre de salade. On change la structure géopolitique de la France. Tout à l'heure, je vous parlais des métropoles. Oui. Au lieu d'avoir à Paris le désert français, ce que la décentralisation administrative du général de Gaulle et la décentralisation politique du président Mitterrand n'ont pas réussi à contrebalancer. Ça a permis d'équiper les territoires. Celle de Mitterrand a permis d'équiper les territoires. Les lycées, les collèges, les routes, les stations d'épuration, les systèmes de prévention des... À partir du moment où les collectivités ont pu avoir la main et un regard sur les systèmes de prévention des risques, et notamment d'inondation, et qu'on a mis de l'argent, eh bien, on a un peu plus de bassins de rétention, on a un peu plus de systèmes. Tant que c'était l'État n'a pas d'argent. L'État est impécunieux, il vit comme le monde. Donc là, il faut donner... À partir du moment où on est dans une... On change de dialectique. La position du président Hollande et la volonté du Premier ministre Manuel Valls, c'est de dire, eh bien voilà, on va changer le paysage institutionnel français. On regarde ce que font les autres. Ailleurs, il y a des territoires vastes, administrés à un niveau assez vaste, et avec des villes puissantes, autour duquel se génère et se régénère une économie. Donc ce n'est pas pour faire, a priori, des économies. Non, parce qu'on n'en fera pas. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas bien de ne pas faire des économies globalement en matière de gestion d'argent public. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que l'argent public file. Je dis que ce n'est pas pour ça qu'on l'a fait. On va se trouver quand même avec des doublons. Quels doublons? Je ne sais pas, les CCI par exemple. Mais ce n'est pas la même chose. Les CCI, ce n'est pas les collectivités territoriales. Arrêtez, il ne faut pas nous mettre sur notre peau des mots que nous n'avons pas. D'accord. Les CCI, les chambres consulaires travaillent sur des taxes parafiscales, donc ils travaillent sur l'argent de l'impôt, des taxes parafiscales. Ce ne sont pas des systèmes auto-organisés, ce ne sont pas des syndicats patronaux. Est-ce qu'on arrive... donc la question des chambres consulaires est très différente de la question des collectivités territoriales. Est-ce qu'on arrive un petit peu finalement à supprimer bientôt les départements ? Ça fait 15 ans que l'État tente de modifier le périmètre des chambres quand même. C'est pas simple. Il y a chambre d'agriculture, chambre des métiers, chambre de commerce et d'industrie, qui sont des chambres consulaires qui vivent sur l'argent de l'impôt avec les taxes parafiscales. Mais ce ne sont pas les collectivités. Pour nous, ce sont des partenaires. D'accord. Ce ne sont pas des affidés.
Très bien. Est-ce que c'est plus, on arrive vers la fin des départements en fin de compte C'est pas réglé ça. Voilà, c'est encore quelque chose. C'est pas réglé. Alors une question aussi qu'on se posait, c'était quel nom pour la future région? Parce Sud de France, ma position est simple. Et si J'adore. je perds. Mais je m'en fous, je mène ce combat. D'accord, parce qu'effectivement, on a vu que le choix n'est pas arrêté encore. Des petits malins ont déjà réservé les noms de domaine sur Internet pour des adresses correspondant aux différentes hypothèses. Ça se réglera sur l'histoire. Oui. La Bretagne vient de sortir un point BZH. Oui, ça c'est le suffixe, effectivement. Mais les noms qui étaient devant, effectivement, il y en a qui pensent les revendre aux institutions. Oui, bon, écoutez, ça se réglera sur le plan institutionnel, ça. Voilà, alors en tout cas, est-ce que vous avez un... La France est quand même un pays qui a une structure, une armature administrative et régalienne qui fonctionne. Mmh. Alors, nous, on se pose la question, est-ce que l'identité propre du Languedoc, voire celle du Roussillon, elle est amenée à disparaître, puisqu'on se retrouve au niveau d'un nouveau nom. On peut faire Midi-Languedoc, à ce moment-là, les Catalans se sont oubliés. Voilà, on peut faire Pyrénées-Roussillon, mais à ce moment-là, il manque quand même les deux tiers de la région. Midi-Doc, Occitania, c'est compliqué à gérer quand même. Hein. Voilà. Moi, je suis pour Sud de France. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que l'Île-de-France qui aurait le droit d'avoir le mot France dans son nom. Voilà, c'est ça. Alors le problème, c'est que... Parce que j'attends désespérément Bretagne de France quand même. Hein. Oui. Parce qu'à force que les Bretons veulent récupérer soi-disant Nantes et Anne de Bretagne, je rappelle qu'on remonte au XIIIe siècle ou à peu près, et à une femme brillante par ailleurs, Anne de Bretagne, qui a été mariée avec deux rois, parce qu'elle avait, elle, parfaitement compris que c'était le seul moyen que la Bretagne ne soit pas absorbée par les Anglais. Oui, alors si on revient sur les temps anciens... C'est ce qui s'est passé dans l'hémicycle. Oui. Bon. Non, mais je voudrais quand même signaler ça. Je vous le dis, parce que vous êtes pour Radio Occitanie, non, c'est TV Occitanie, c'est ça, hein? TV Languedoc. TV Languedoc. Sur TV Languedoc, je voudrais revenir par rapport à ça. Il faut quand même voir que le débat dans les médias, dans la presse, entre nous, politiquement, je veux dire, à l'Assemblée, en commission, partout, il faut quand même voir que c'est les questions posées, l'imaginaire populaire français, politique et médiatique, remonte à avant la Renaissance. Le débat sur la Bretagne, c'est avant la Renaissance. François Ier, Anne de Bretagne, c'est avant François Ier. La fusion des deux Normandies, c'est avant François Ier, bien avant. On a eu des débats sur la place le Val-de-Loire, c'est avant François Ier. Donc on a vécu sur cette histoire pathologique d'identité régionale, relayée par les politiques et par les médias, sur une histoire de France antérieure à la Renaissance. Oui. En ayant zappé François Ier, Louis XIII, Louis XIV, ça, Louis XV, la Révolution. Oui, mais Madame Ledin, c'est votre côté contre la fusion. C'est votre côté breton. Je suis qui pour revient. Bretagne, Pays de Loire. Je suis contre le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Voilà, ou alors, ils prennent la Vendée. Voilà, que les choses soient claires. Voilà. On ne peut pas les Chouans, c'était la Bretagne et la Vendée. Alors, s'ils veulent revenir, les Bretons, je suis bretonne, 100% pur beurre. Le Dain, ça veut dire l'homme en Bretagne, en breton. C'est les primitifs. Tous les peuples qui s'appellent Dain, Ardain, l'homme, c'est les premiers qui étaient là. Moi, je suis née sur le caillou. Ma famille, mon père, là, toutes les lignées, c'était sur le caillou. Donc, on ne peut pas faire plus bretonne que moi. Vous savez comment on s'appelle ma mère? Blayot, ça veut dire les loups. Les loups et l'homme. Des racines solides. Je remonte à avant longtemps. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas, dans un pays comme la France est un pays qui est une république qui tient sur des valeurs. Liberté, égalité, fraternité. Rassemblement, ensemble. Où qu'on soit, on est traité de la même manière. Le prix du timbre est le même. Des routes vont partout chercher chaque enfant pour l'amener à l'école. Le prix du médicament est le même partout sur le territoire national. Et il faut qu'il y ait des médecins partout. Ce qui est difficile aujourd'hui. Non, mais je suis très claire et je vous le dis. Vous ne m'arrêterez pas sur ce sujet. Sûrement, mais donc ce que je veux vous dire, mais je veux dire que c'est terrifiant d'avoir vu se déployer une espèce d'imaginaire intello-politico-moral que les gens ne vivent pas. Les Bretons sont un peuple migrateur. Moi, je suis députée de Montpellier, je suis bretonne. J'ai des copains qui sont députés de Nancy ou d'ailleurs et qui sont bretons. J'ai quelques collègues députés qui sont aveyronnais députés de Bretagne. C'est ça la France. C'est ça ma France.
C'est cette France-là que j'aime. Oui, et moi, ici, j'ai appris à aimer l'huile d'olive. Mais quand vous êtes alsacien et que vous épousez un Basque et que vous allez vivre au Pays Basque, vous vous mettez à manger comme les Basques. Oui. Et bien, c'est ça la France. C'est un pays qui a cette spécificité et un des rares pays qui a cette aptitude. Parce que c'est une aptitude. Alors qu'intellectuellement, on remonte à avant Anne de Bretagne, avant la Renaissance, pour argumenter sur une organisation administrative et politique d'une France du XXIe siècle. Ça me désole, mais en même temps, ça nous fait parler, vous voyez. Et comme je n'ai pas l'accent occitan, parce que je n'arrive pas à le prendre... C'est pas une question d'être désolé ou de ne pas être désolé. Moi, j'écoute les gens, je pose des questions et je m'aperçois que les gens ne sont pas vraiment heureux de ce rapprochement. Donc, mais personne n'est heureux de rien. Attendez, vous imaginez que quand le président de la République, Charles de Gaulle, a créé les régions, personne n'imaginait ce que c'était que les régions, il ne savait même pas ce que ça existait. Il n'y a que l'Alsace et la Bretagne, et la Bretagne qui passent leur temps à pleurnicher parce qu'il leur manque la Loire-Atlantique. Ils n'ont qu'à prendre la Vendée. C'est un truc terrible. Vous croyez que Nord-Pas-de-Calais, ça existait dans l'imaginaire populaire? Oui. Non, c'est pas une région, Nord-Pas-de-Calais. Oui. Ils vont être contents quand ils vont entendre ça. Non, mais c'est pas une région, pas plus que Languedoc-Roussillon, où on aurait pu avoir l'Aveyron à l'époque, où la Lozère aurait pu être en Auvergne. Et pourquoi on n'a pas l'Ardèche? C'est un découpage administratif qui a été fait par des gens qui ont été un peu subtils dans la manière de continuer. Vous savez, c'est des politiques, vous pensez? Non, ça a été fait par un grand fonctionnaire de l'État qui a fait des choses auxquelles le président général de Gaulle avait demandé d'avoir des idées. Et il avait mis la Lozère avec le Languedoc-Roussillon, ce qui n'était pas évident quand même. Hein. Moi, le père de mes enfants est lozérien de Mende. Et donc c'est un endroit que je ne connaissais pas du tout. Hein. Magnifique endroit, magnifique département, magnifique paysage. Mais alors pourquoi la Lozère a été rattachée au Languedoc-Roussillon plutôt qu'à l'Aveyron, à l'Ardèche ou à Rhône-Alpes, à Midi-Pyrénées ou Auvergne? Parce qu'il avait été demandé de trouver des critères pour fabriquer ces régions. Et le critère, c'était que l'ingénieur qui a fait ça, le haut fonctionnaire qui a fait ça, il a regardé, c'était un jeune énarque, il a regardé les communications téléphoniques. Et les gens de Lozère appelaient sur Montpellier. Ils n'appelaient pas sur Toulouse, ni sur Lyon, ni sur Marseille, ni sur Clermont. Ils appelaient sur Montpellier. Il y avait déjà un flux migratoire. Il y avait déjà, pas migratoire, un flux des relations humaines, des liens familiaux, des liens affectifs. Voilà. Et la Lozère a été rattachée parce que les gens de Lozère, ils appelaient sur Montpellier. Ils prenaient pas, on ne descendait plus les collines pour émigrer. D'accord. Mais les liens étaient là. Et c'est la raison pour laquelle... Et c'est très juste. Donc il n'y a que ça qu'il faut regarder. Les choses réelles. Pas les fantasmes d'une Bretagne historique éperdue. C'est vous qui m'en parlez. Moi, je n'ai pas parlé de la Bretagne. Parce que c'est pareil pour nous. Parce que l'Occitanie, la vraie question de l'Occitanie, c'est Languedoc, Languedoil. Or, c'est le sud de la Loire. Moi, ce qui m'énerve dans ce découpage, le seul truc qui m'énerve un peu, je le dis honnêtement, c'est qu'on a 4 régions au sud de la Loire et 9 au-dessus. Personne ne l'a dit. Il n'y a que moi qui l'ai dit dans l'hémicycle. D'accord. Alors, qu'est-ce que, franchement, mais c'est pas grave. Quand j'entends Georges Frêche, à l'époque, je me rappelle... Mais il était toulousain, Georges. N'empêche qu'il défendait la région Languedoc-Roussillon. Mais la question ne se posait pas du rapprochement avec Midi-Pyrénées. Je ne sais pas quelle aurait été la pensée de Georges Frêche si la question s'était posée. Et je ne veux pas parler à sa place. Et tous ceux qui le feront parler ont tort. Je ne sais pas ce qu'il aurait pensé. Mais il aurait en tous les cas défendu notre région, mais pas forcément son isolat, sa population. C'est très différent. Son économie, sa population. C'est pour ça qu'on pose des questions, parce que les gens, je vous assure que les gens autour de nous se posent des questions. Notre enjeu, c'est de défendre les enjeux économiques et sociaux dans la nouvelle région. On n'est pas rattaché à Midi-Pyrénées, on construit une nouvelle région. C'est très différent. D'accord. Et nous apportons pas seulement la mer et le soleil et le tourisme, on apporte un PIB qui, à mon avis, s'ils enlèvent l'aérospatiale, le CNES et Météo France, ils ne sont pas meilleurs que nous. Mais je les aime bien, les Toulousains. C'est une belle ville, magnifique. Rouge. Alors, nous, on est blanc, eux, ils sont rouges. Rose. La ville est rouge, quand même. Pour la ville, voilà, c'est ça. En tout cas... Et les Catalans, ils sont or. C'est exact. Alors, c'est vrai qu'une dernière question plus personnelle, puisque effectivement, grâce à vos attachés parlementaires, j'ai appris quelque chose. Est-il vrai que de temps en temps, vous pestez contre une photo, la photo de Georges Frêche au-dessus de la porte de votre bureau, et qu'à haute voix, de temps en temps, vous lancez « Pourquoi tu es parti si tôt ?» Est-ce que c'est vrai? Ah oui. Bah, je me dis, mais enfin, bon sang, pourquoi tu es parti, quoi. Bon sang, pourquoi tu es mort, quoi. Mais parce que je pense qu'il était... Oui, il avait une puissance intellectuelle, une puissance de travail et une capacité à entraîner, à emporter et à porter. D'ailleurs, s'il était cassé un peu de partout physiquement,
C'est pas forcément par hasard. Il avait une telle force intellectuelle et morale, une telle volonté d'être efficace. C'est un homme qui voulait être efficace, qui aimait sa ville, Montpellier, qui aimait sa région, qui aimait travailler, qui aimait les gens. Et il travaillait pour les gens, il travaillait pour l'avenir. Et les gens d'ici, maintenant et demain, pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. C'est un grand libertaire et un grand administrateur. Et il ne séparait pas la politique politicienne de la notion de politique publique. On a un petit peu tendance, dans les médias en tout cas, la politique politicienne, c'est les petits arrangements et les petites disputes. Non, pas magouilles, les petits arrangements et disputes. C'est pas pareil. Pas des magouilles. Magouilles, il y a de la malhonnêteté. Les hommes politiques ne sont pas malhonnêtes. Il y a des hommes, il y en a certains. Oui, il y a des malhonnêtes par les hommes politiques. C'est une infime minorité. Les hommes politiques ne sont pas malhonnêtes. Ils travaillent. Allez demander au maire, le jour où il y a la foudre qui tombe sur un pylône, qui on vient chercher? Le maire. C'est important. N'oubliez jamais ça. C'est pas une fonction honorifique. C'est un honneur. C'est très différent.